Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous poursuivons avec les campagnes de Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu, avec la 4e partie, le génie militaire de Khalid ibn al-Walid. Il y a environ 14 siècles, quand le fusil était arc, la balle flèche, le canon catapulte, le char éléphant ou caisse en bois et les véhicules chameaux et chevaux, Khalid s'est arrêté dans le désert des Arabes pour réfléchir, entouré de contrées qu'il ne connaissait pas, lui et ses congénères, et que dominaient deux des plus grands États du monde de cette époque, la Perse en Irak et Byzance en Syrie. Il rassembla les hommes qui se préparaient à partir au combat, avec une détermination et une confiance en lui-même inébranlables. Bien sûr, Khalid ne connaissait pas à ce moment-là les principes du combat et les règles de la guerre traditionnelle d'aujourd'hui, mais il les découvrit cependant et les utilisa avec sensibilité et intuition, ce qui lui a permis d'acquérir une telle notoriété à son époque et dans l'histoire militaire. Nous voudrions donc, en conclusion de cette étude sur Khalid ibn al-Walid, de rechercher parmi les principes de l'art contemporain de la guerre ceux que Khalid a appliqués il y a 14 siècles et mettre en évidence les épisodes brillants au travers desquels s'est manifesté son génie créateur, ceci en nous appuyant sur les batailles dans la péninsule, en Irak et en Syrie que nous avons décrites précédemment. Les principes de l'art militaire contemporain se résument à ce qui suit. Premièrement, adéquation des objectifs aux moyens. Deuxièmement, liberté de manœuvre. Troisièmement, optimisation des moyens. Adéquation des objectifs aux moyens. Il faut comprendre par objectif l'ensemble des forces ennemies que l'on veut détruire. La définition de l'objectif ne doit pas être liée au terrain, à la position ou au poste qu'occupe de telles forces, mais à ces forces elles-mêmes. On a pu dire ainsi que l'occupation des villes et des bastions à la guerre n'apporte rien à l'occupant tant qu'il n'a pas réduit la résistance de l'ennemi et détruit ses forces. Les forces, dans leur simple acception générale, sont l'ensemble des valeurs morales, matérielles et intellectuelles de la nation et l'armée. Objectivement, elles se rapportent plus spécialement à l'ensemble des moyens militaires, soldats, armes, matériel et équipements, retranchés sur une certaine position, utilisant ses caractéristiques naturelles et artificielles, suivant un plan défensif précis ou qui se déplace sur un certain axe, également suivant un plan précis, poussé par un facteur moral d'intensité variable en fonction de la foi des chefs, des gradés et des hommes, en la grandeur et la noblesse de leur motivation. Le facteur moral est très efficace au combat, quel que fût l'écart quantitatif entre les combattants et quel que fût le lieu et l'instant. Ce facteur varie dans le temps et dans l'espace, mais il demeure, malgré les variations, l'un des fondements de la victoire et l'un des plus forts éléments du succès de la bataille. Que serait-il donc advenu de l'Empire britannique pendant la guerre de 1940 avec l'Allemagne si le peuple de Londres n'avait pas su lutter contre la peur pendant les effroyables raids allemands et s'il s'était abandonné au désespoir et au défaitisme? Que serait-il advenu des États-Unis d'Amérique et de tous les alliés si la classe ouvrière américaine n'avait pas poursuivi son formidable et épuisant effort visant à produire des quantités phénoménales de matériel de guerre au moment où Hitler était victorieux et allait en Europe comme en Afrique de victoire en victoire? Partant, il faut bien comprendre que le rôle de la nation ou du peuple dans la mobilisation des forces matérielles et morales nécessaires au combat est un rôle essentiel et fondamental, inséparable de celui que joue l'armée ou les unités combattantes. Quant aux moyens, ils englobent toutes les forces du combattant, aussi bien les forces morales que les forces intellectuelles, indépendamment du plan et de la tactique. L'adéquation des objectifs aux moyens signifie que le chef, avant le début de la bataille, compare ses forces réunies à celles réunies également de l'ennemi. Est-ce que Khalid procédait à cette comparaison ou mettait les forces sur la balance avant le combat? Il est plus que probable que Khalid réfléchissait à tout cela, mais en raison de ses possibilités et effectifs limités par rapport à l'ennemi, il était contraint de recourir à d'autres méthodes qui palliaient ses lacunes pour lui assurer la supériorité sur l'ennemi. Khalid, qui a participé à 15 batailles sans jamais être vaincu, était à chaque fois très inférieur à son ennemi numériquement et matériellement, mais il était beaucoup plus motivé par la foi au nom de laquelle il combattait et par le but qu'il poursuivait. Dans toutes les batailles au cours desquelles Khalid a affronté les Perses, ses effectifs n'ont jamais dépassé 18 000 hommes, 10 000 venus avec lui du Hijaz et 8 000 sous les ordres de Muthanna en Irak. La Perse possédait, elle, une armée redoutable et puissante, même si elle était dans une situation peu enviable du fait des luttes intestines qui déchiraient ses chefs et dirigeants. Car dès que Khalid et ses troupes menacèrent, un consensus s'établit entre ses chefs et dirigeants, ils parlèrent le même langage et se fixèrent un seul objectif, faire obstacle à l'arabe téméraire qui défiait leur empire et leur souveraineté. Khalid se battit en Irak contre une armée perse qui lui était supérieure en nombre, matériel et organisation, et bénéficiait du soutien de tribus arabes autochtones et alliées.
Ces tribus le combattirent bel et bien avec une férocité et un courage remarquables, à l'inverse des Arabes de Syrie dont une partie pencha pour les musulmans, alors que l'autre partie préférait rester neutre, et qu'une infime minorité combattait aux côtés des Byzantins. Khalid combattit les Byzantins en Syrie avec 46 000 hommes, alors que globalement l'armée ennemie en comprenait 300 000. Il en avait affronté 80 000 à Ajnadayn et 100 000 à Yarmouk. Malgré cela, il remporta à chaque fois la victoire puis poursuivit son ennemi en Syrie de localité en localité et de ville en ville, jusqu'à ce qu'il le chasse hors des frontières sans espoir de retour. Nous sommes conscients bien sûr de l'énormité de ces chiffres, bien qu'ils soient repris par la plupart des historiens, mais il faut bien comprendre que cette exagération n'est pas à sens unique. Touchant les deux adversaires et augmentant les deux armées, le rapport reste inchangé. Reste que nous sommes alors amenés à nous demander comment Khalid compensait la supériorité numérique de son ennemi. En effet, bien qu'il lui fût inférieur numériquement et matériellement à l'ennemi qu'il affrontait à chacune de ses batailles en Irak, en Syrie et parfois sur la péninsule, cela ne l'empêchait pas de gagner régulièrement. Jamais il ne fut vaincu, alors comment cela fut-il possible? Khalid compensait en fait le déséquilibre moyen objectif en respectant les principes suivants. 1. Manœuvre et rapidité de déplacement. 2. Effet de surprise. 3. Audace, témérité et courage. 4. Évaluation de la situation, prise de décision opportune au meilleur moment. 5. Dissimulation des intentions et recherche de renseignements chez l'ennemi. 6. Renforcement du moral des hommes et de leurs chefs. Nous reprendrons chacun de ces points en détail dans notre propos au sujet du génie militaire de Khalid. Liberté de manœuvre. L'une des règles élémentaires de la liberté de manœuvre est de ne pas se placer dans une situation défavorable pour engager la bataille, ce qui nous obligerait à accepter ensuite les desseins de l'ennemi. Cela, Khalid le refusait et c'est pourquoi il choisissait toujours ce qui convenait à sa situation militaire et ne combattait que si cela lui convenait. 4 points clés sont liés à ce principe de liberté de manœuvre. 1. La concentration des forces. 2. Protection des voies de communication. 3. La sûreté. 4. Dissimulation de l'idée de manœuvre. Concentration des forces. On considère que les forces sont concentrées quand il est possible de les mettre sur pied pour se lancer dans la bataille et la poursuivre. C'est-à-dire quand elles sont organisées de telle manière qu'elles ne permettent pas à l'ennemi d'engager le combat avec seulement quelques-unes de ses unités et qu'il leur est possible d'affronter l'ennemi tout ensemble à n'importe quel moment. Une force est dite concentrée quand elle est déployée sur une zone dont la durée de franchissement ne dépasse pas la durée minimale de la bataille. Par exemple, à l'époque des Grecs, la bataille ne durait pas plus de 10 minutes. La bataille était faite de chocs et d'assauts. Si donc une armée se déployait sur une zone d'une superficie de 4 km², on ne pouvait pas considérer qu'elle était concentrée, car le temps pris par l'une des ailes de cette armée pour arriver au champ de bataille était supérieur à celui de la bataille. Cela signifie que cette aile n'arriverait sur les lieux du combat qu'après la bataille. Donc cette armée n'était pas concentrée, puisqu'elle ne pouvait pas engager toutes ses unités dans la bataille quand elle le désirait. À l'époque de Napoléon, la bataille durait 1 à 6 heures, donc une armée déployée à l'endroit dont nous parlions plus haut pouvait être considérée comme concentrée, car n'importe laquelle de ses ailes pouvait participer à la bataille au moment fixé par le chef. Pendant la Première Guerre mondiale, la bataille durait des jours et même des semaines. La concentration aurait donc été effective si l'armée avait été placée dans la même situation. Cependant, la concentration n'est pas seulement liée à la portion de terrain occupée par une certaine armée, mais elle est aussi en rapport avec les moyens de transport et l'intention du chef. En effet, une armée mécanisée pourra occuper une zone plus large que ne le ferait une autre armée tout aussi volumineuse, mais non mécanisée. La première est concentrée, alors que la seconde ne l'est pas. L'intention du chef influe également beaucoup les possibilités de concentration. Nous verrons ainsi comment l'intention de Khalid a eu une influence sur les possibilités de concentration des forces islamiques contre les Perses, à Doumat el-Jendal et contre les Byzantins, à Yarmouk. Le chef n'aura aucune liberté de manœuvre tant qu'il ne sera pas en mesure de concentrer toutes ses forces, physiques, morales et intellectuelles, sur le champ de bataille et de les tenir en main de manière à en disposer comme il l'entend. Était-ce le cas? Et comment procédait-on? La réponse est oui, et l'on utilisait divers procédés à cet effet. Citons à titre d'exemple le combat contre Tulayha ibn Khuwaylidi al-Asadi. Khalid ne s'est pas contenté de concentrer ses forces, mais il s'est appliqué à désarticuler et à désagréger les forces de l'ennemi pour les affaiblir et renforcer sa position. À cette occasion, il envoya avant le combat Adi ibn Hatim at-Tay dans sa tribu, dont les membres étaient partisans de Tulayha, pour les inciter à l'abandonner et à se rallier à lui. Adi réussit à les convaincre et revint avec 500 hommes. Il l'envoya de nouveau chez les Judaïla, et Adi revint cette fois avec 1000 combattants. Le combat contre Moussaïlama l'imposteur. Avant le combat, Khalid envoya Umayr ibn Saleh al-Yashkuri dans sa tribu,
qui appartenait à la population du Yamama et comptait au nombre des partisans de Moussaïlama, dans l'espoir qu'il les persuaderait de le quitter. Il réussit. Ensuite, Khalid envoya Atama ibn Atel, l'un des notables des Banu Hanifa, pour convaincre sa tribu de quitter Moussaïlama et de le rejoindre. Certains d'entre eux répondirent favorablement. Avec habileté et sagacité, Khalid grossissait donc ses forces et diminuait celles de son adversaire. Ces actions, même si elles sont un peu plus proches du regroupement que de la concentration, telle que nous l'avons définie, y ont néanmoins trait. La marche de l'Irak à la Syrie, l'aventure dans laquelle Khalid s'est lancé dans le désert et la traversée de telles étendues arides le plus rapidement possible, ne visait qu'un seul but, se hâter à concentrer les forces islamiques en Syrie pour affronter les forces byzantines qui s'y trouvaient. Si Khalid avait emprunté un autre itinéraire, il aurait non seulement tardé à secourir les divisions positionnées au faubourg de Bousra, comme nous l'avons déjà expliqué, mais il n'aurait pas pu les rejoindre au moment opportun, ce qui aurait conduit, sans aucun doute, à la dispersion des forces islamiques et non à leur concentration. La bataille d'Ajnadayn en Palestine, Khalid engage les hostilités dès qu'il arrive en Syrie pour concentrer les forces des musulmans et protéger ses arrières de manière à préserver sa liberté de manœuvre à Yarmouk. C'est effectivement ce qu'il réussit à faire. Yarmouk, c'est le meilleur exemple de concentration physique, morale et intellectuelle et des forces réalisées par Khalid. Les forces physiques. La concentration physique des forces à Yarmouk est évidente lorsque Khalid prend l'initiative d'engager la bataille contre l'armée de Sergius, stationnée face à celle de Amr ibn al-As à Ajnadayn, afin de libérer l'armée de Amr et de préserver sa liberté de manœuvre pour la grande bataille Yarmouk. Cette concentration est aussi apparente dans l'organisation adoptée par Khalid pour son armée, organisation en phalange, dans le choix de l'emplacement où il a placé ses forces en un point où il interdisait tout chemin de repli à l'ennemi, dans le regroupement des 4 divisions islamiques en une seule armée dont il occupait le sommet de la hiérarchie, et enfin dans le regroupement des femmes à l'arrière de l'armée pour y remplir une mission précise, renvoyer au combat les fuyards. Les forces morales. L'ascendant moral que Khalid avait sur ses hommes était exemplaire. Leur confiance en lui était absolue, leur obéissance aveugle et leur certitude que la victoire était son allié, où qu'il soit et où qu'il aille, ne souffraient aucune discussion. Il triompha dans toutes les batailles grâce à ce moral élevé qui les animait, lui et ses hommes. C'est net à Yarmouk, quand Khalid, passant entre les rangs pour engager ses soldats au combat, entendit l'un d'eux dire « Comme les Byzantins sont nombreux par rapport aux musulmans », il répliqua fièrement et calmement « La grandeur d'une armée tient à ses victoires, et la faiblesse aux défaites, et non au nombre d'hommes. » Ajoutons à cela qu'il avait désigné au sein de son état-major des prédicateurs et lecteurs de la sourate al-Anfal, la sourate du combat, et de la shahada dans le vénérable Coran. Par ailleurs, il avait ordonné aux femmes de jeter des pierres aux fuyards, comme nous l'avons dit, et de les inciter à retourner au combat pour défendre leur honneur et leur religion, ce qu'elles faisaient animées d'un moral des plus élevés. Les forces intellectuelles. Elles se rapportent à l'intention du chef, au procédé et à la manœuvre qu'il utilise. Khalid excella dans tous ces domaines. À Yarmouk, sa manœuvre de libération des cavaliers byzantins visant à les dissocier de l'infanterie est l'un des éléments essentiels de la victoire qu'il a remportée. Protection des voies de communication. Les voies de communication constituent dans toute l'armée l'artère qui relie cette armée à son cœur, son cerveau et ses entrailles. C'est grâce à elle qu'elle reçoit ses ordres, ses consignes, qu'elle est alimentée et soutenue. Khalid prenait toujours soin de protéger ses voies de communication, d'une part avec le haut commandement, siège du califat, et d'autre part avec le reste de son armée, comme nous pouvons le constater. À la bataille d'Ajnadayn, il engage la bataille contre Sergius en Palestine pour protéger ses voies de communication avec la capitale du califat, Médine, outre les autres raisons déjà invoquées. Si Khalid n'avait pas décidé de s'occuper de Sergius à ce moment-là avant Yarmouk, ce dernier aurait pu, après avoir vaincu ou obligé Amrou à se replier, couper les voies de communication qui reliaient Khalid à la péninsule et donc le cordon le reliant au calife, le généralissime, puis attaquer Khalid par l'arrière, peut-être au beau milieu de la bataille, et le prendre entre deux feux. En Irak, tout au long de sa conquête, il a pris pour habitude de laisser dans chaque bourgade une garnison chargée de l'occuper et de protéger les voies de communication et les arrières. Par exemple, avant la bataille de Walaja, il ordonne à Souaïd ibn Qarin de rester à Hufayr et de ne la quitter sous aucun prétexte afin de protéger son dos. Il commande encore à ceux qu'il laisse en bas du Tigre de conserver leur position et leur recommande d'être sur leur garde pour éviter que le danger ne vienne de leur côté. Après qu'il a conquis Hira et rétabli son dispositif, il s'y installa et en fit un poste de commandement et une citadelle pour son armée, puis il nomma 8 de ses chefs comme défenseurs du front, leur assignant la mission de veiller sur les voies de communication dans les contrées qu'il avait conquises, puis de protéger ses arrières. Il laisse à Anbar après sa prise Zibriqan ibn Badr avec la même mission. Puis il prend Ayn al-Tamr et y installe Uwayma ibn al-Kahil al-Asadi
Et ainsi de suite. Dans chaque ville conquise, il laisse une garnison qui doit protéger ses arrières et veiller sur les voies de communication entre elles et les garnisons précédentes. Abu Ubaïda utilisa la même méthode lorsqu'il reçut le commandement de l'armée islamique en Syrie après la bataille de Yarmouk. La sûreté. On entend par sûreté la recherche de renseignements sur l'ennemi et les mesures de précaution rapprochées et éloignées prises afin que les forces amies ne soient pas surprises par l'ennemi. Cela consiste à mettre en place des éléments chargés de donner l'alerte et de rester au contact de l'ennemi à des endroits précis ou à les envoyer sur des axes particuliers au bon moment et accomplir leur mission pour permettre à l'armée, en cas de rencontre avec l'ennemi, de prendre les mesures qui s'imposent en disposant d'un laps de temps suffisant pour se préparer et de ne pas être assailli à l'improviste, perdant ainsi toute liberté de manœuvre. La sûreté est également assurée par l'envoi d'éclaireurs et d'espions dans les positions ennemies et dans sa zone afin de connaître ses positions et discuter avec la population de ces zones dans le but d'obtenir le plus de renseignements possible. Il peut s'agir également de couper le chemin de l'ennemi, de renforcer les arrières ou de se tenir en permanence sur le qui-vive, toutes choses en lesquelles Khalid a excellé. À Yarmouk, il a eu recours à de nombreux procédés pour agir en sûreté. L'avant-garde, Qabat ibn Ashyam, était l'éclairage de l'armée et sa protection de l'avant. À l'arrière, Saïd ibn Zaïd assurait la protection du convoi et avait 500 hommes. Enfin, la bataille d'Ajnadayn n'avait d'autre but que d'assurer la sûreté de la bataille décisive de Yarmouk. Pendant le siège de Damas, comme nous l'avons vu, il ne dormait pas et ne prenait aucun repos, en permanence sur le qui-vive, ce qui en soi constituait déjà une mesure de sûreté permanente. Il a poussé cette sûreté jusqu'à envoyer des informateurs et des espions à l'intérieur des murs de la ville. Ceux-ci lui fournirent une information de premier ordre la nuit où le patrice ayant eu un enfant, la ville s'enivra. Il saisit l'occasion, se lança à l'assaut des remparts et prit la ville. Pendant ce siège, avant qu'il ne prenne la ville, Khalid ne négligea pas, le commandement étant alors à Abu Ubaïda mais les propositions venaient de Khalid, d'envoyer des hommes couper le chemin de Damas à la Palestine, afin que d'éventuels renforts, envoyés du nord ou du sud par les Byzantins, ne surprennent pas les musulmans. Les Byzantins devaient en effet envoyer une armée depuis Émès pour renforcer les assiégés de Damas. Mais Dhu el-Kila el-Himyari les intercepta avant qu'ils ne parviennent aux portes de la ville. Ainsi, la pertinence de l'avis de Khalid et la valeur de son intuition furent mises en évidence. En Irak, si nous revenons au thème précédent de notre étude, protection des voies de communication, nous y trouvons des mesures que Khalid a prises en vue de la sûreté et de la sécurité des forces et qui visaient également la protection des voies de communication entre ces forces et les garnisons. Il n'est donc pas nécessaire d'y revenir. Au cours de son combat contre Toulayha, les tribus arabes sont venues le trouver après le combat pour se repentir et rendre les armes. Il rassembla leurs armes, les donna à ses hommes et ne permit pas à ces tribus de s'en joindre à lui ou de porter les armes de peur qu'elles ne le trahissent. Cela est directement en rapport avec la sûreté et les mesures de précaution. Dissimulation de l'idée de manœuvre. Khalid était passé maître en cet art et mettait son imagination tout entière au service des méthodes destinées à dissimuler son idée de manœuvre à l'ennemi. En ayant recours aux embuscades, comme cela s'est produit à Walaja, où deux armées s'étaient rassemblées pour combattre Khalid, l'une sous le commandement de El-Andarzaz et l'autre sous celui de Jadouay. Khalid décida de surprendre les deux armées et scinda donc la sienne en 3 divisions. Il partit à la tête de l'une d'elles à la rencontre de l'ennemi et plaça les deux autres en embuscade pour qu'elles interviennent au plus fort de la bataille et en finissent avec l'ennemi en un clin d'œil. Khalid parvint à ses fins. Il prit les deux armées au dépourvu, elles flanchèrent, puis périrent. Par la ruse, comme ce fut le cas à Mouta, où les musulmans en faible nombre furent submergés et faillirent être anéantis. Lorsque Khalid se rendit compte que l'armée des musulmans risquait d'être anéantie, il eut recours à une formidable ruse quand la nuit tomba. Il fit venir la cavalerie pour provoquer un immense brouhaha à l'arrière de l'armée, puis dans l'obscurité il interchangea l'aile droite et l'aile gauche, et fit de même avec l'avant-garde et l'arrière-garde. Dès que les premières lueurs de l'aube apparurent, l'ennemi découvrit des visages inconnus et de nouveaux étendards, et s'imagina que des renforts importants étaient parvenus à l'armée des musulmans pendant la nuit. Les Byzantins furent surpris, et leur ardeur au combat déclina, car ils pensaient que la victoire était devenue impossible. Déjà tout au long de la journée précédente, l'ennemi avait tenu bon avec un incroyable courage, alors était-il concevable de le vaincre maintenant qu'il avait reçu aide et renfort. Par la manœuvre de repli, encore une fois à Mouta, Khalid lance des attaques répétées au matin du second jour de la bataille pour faire croire à l'ennemi qu'il s'est repris et qu'il s'est maintenant plus que jamais prêt au combat. Maintenant plus que jamais prêt au combat. Tout à coup, il se replie et rompt brusquement le combat. Ce fut l'une des manœuvres de repli les plus habiles et les mieux réussies de l'histoire militaire. L'ennemi fut surpris et dépité et Khalid sauva l'armée des musulmans d'une extermination inéluctable. Par la surprise, technique que Khalid possédait parfaitement et dont il jouait aussi bien dans le registre stratégique que tactique.
1. La surprise stratégique s'illustre bien dans son déplacement d'Irak en Syrie pour apparaître à l'ennemi à un endroit complètement imprévu, dans son déplacement de Bousra à Ajnadayn pour surprendre Sergius et le combattre, et enfin dans son déplacement de Ayn al-Tamr à Doumat al-Jandal pour venir au secours de Iyad ibn Ghanm. La surprise tactique. À Uhud, il surprend les musulmans au sommet de la victoire quand les archers abandonnent leur position. Il les charge et leur inflige une terrible défaite. À Walaja, il surprend les Perses par les embuscades. À Hira, il surprend son ennemi, le fils du Marzaban, à Furat al-Badiqli, le tue et rend libre cours à l'Euphrate. À Damas, il surprend l'ennemi assiégé en montant à l'assaut des remparts par une nuit d'ivresse et de débauche. À Qinisrin, il surprend Minas en plein préparatif de combat, le tue et met ses troupes en déroute, etc. Par la manœuvre tactique. À Yarmouk, le mouvement de libération de Khalid pour laisser la cavalerie byzantine s'échapper est considéré comme l'un des sommets du génie militaire. Au moment où les Byzantins souffraient de la pression de Khalid et de son encerclement, la cavalerie chercha à fuir. Khalid lui ouvrit alors très naturellement un passage, dans lequel elle s'engouffra au galop. Il voulait ainsi séparer la cavalerie de l'infanterie, puis donner l'assaut pour exterminer l'infanterie. Khalid, très justement, avait deviné les intentions de l'ennemi. Quand Théodore, à proximité d'Émès, trompant la vigilance de Khalid, marcha sur Damas avec son armée, Khalid pressentit ses desseins, se dirigea vers lui et le surprit près des murailles de la ville en train de se battre farouchement avec Yazid, chef de la garnison de Damas. Il surgit par derrière et fondit sur lui. Optimisation des moyens. Il s'agit de la répartition harmonieuse et cohérente des forces en fonction de la mission, du terrain, de l'ennemi et des moyens afin d'atteindre l'objectif fixé avec des pertes minimales et aussi rapidement que possible. Pour obtenir les meilleurs résultats en fonction des moyens disponibles, il convient d'appliquer les règles suivantes. 1. La concentration optimale des moyens. 2. L'efficacité maximale. 3. La coopération. 4. Le choix du moment. 5. Le choix du lieu. 6. La surprise. 7. La rapidité et la continuité de l'action. 1. La concentration optimale des moyens. L'efficacité maximale, La concentration optimale des moyens signifie qu'il faut concentrer autant de forces que possible pour la bataille en les limitant sur les points secondaires au strict nécessaire afin de garantir la liberté de manœuvre. Nous avons parlé de l'élément concentration chez Khalid au début de notre étude sur son génie militaire avec Tulayha, Moussaïlama, au cours de sa marche d'Irak en Syrie, à Ajnadayn et à Yarmouk. Il est donc inutile d'y revenir. 2. L'efficacité maximale. Ce qui signifie que pendant la bataille, les forces jouent leur rôle avec toute la puissance, l'efficacité, l'ardeur et la motivation dont elles sont capables. Nous trouvons de nombreux cas d'application de cette règle dans les batailles de Khalid, car l'ardeur et la motivation découlent de l'adhésion à l'objectif que l'armée poursuit et engendrent la puissance et l'efficacité. Ainsi, la ténacité d'une armée sera proportionnelle à la conviction qu'elle a du bien fondé de son objectif. À ce titre, les batailles de Khalid dans la péninsule arabique, en Irak et en Syrie sont tenues pour d'excellents exemples d'application de ce principe. À Mu'ta, il était clair avant la bataille que le rapport de force était complètement déséquilibré et que les musulmans allaient engager une bataille imposée sans aucun espoir de victoire. Ils étaient dans une situation sans issue où ils ne pouvaient compter que sur leur détermination et leur endurance face à un ennemi fort et puissant, et à coup sûr les périls et le martyre les attendaient. Les musulmans vendirent très chèrement leur vie durant la bataille. Leur chef, Zayd ibn Haritha, lutta jusqu'à la mort. Il fut suivi de Ja'far et de Abdallah ibn Rawaha, qui avaient tous trois été désignés par le prophète sallam pour commander successivement l'armée. Lorsqu'ils eurent tous été tués, les musulmans nommèrent Khalid, ou il se nomma lui-même, qui eut recours à la ruse, pour leurrer l'ennemi en lui donnant l'impression que les musulmans avaient reçu des renforts, puis exécuta une brillante manœuvre de repli comme nous l'avons vu. Au cours de ce combat avec Moussaïlama, Khalid se mit en marche avec 10 000 combattants, alors que Moussaïlama en avait 40 000. Les historiens prétendent que les musulmans luttèrent ardemment mais furent vaincus, ce qui permit à Moussaïlama de pénétrer dans leur camp jusqu'à la tente de Khalid. S'apercevant de l'ampleur de leur défaite, les musulmans reprirent le combat et redoublèrent d'efforts. Thabit ibn Qais ibn Shamas, chef des Ansar, cria « Que faites-vous, ô musulmans? Écartez-vous de moi que je vous montre comment on combat. » Puis il se battit jusqu'à la mort. Alors Zayd ibn al-Khattab, chef des Muhajir, déclara « Pas de quartier. Par Allah, je ne prononcerai pas un mot aujourd'hui tant que nous ne les aurons pas vaincus ou alors qu'ils me tuent. » Et il lutta jusqu'à la mort, ainsi que Abu Hudayfa après lui. Khalid demanda à ses hommes de couvrir ses arrières, chargea par les troupes de Moussaïlama avec ses soldats et repoussa l'ennemi au-delà de ses lignes. Le combat resta serré tant et si bien que les musulmans désespèrent de la victoire. Khalid chargea et dit soudain aux musulmans « Séparez-vous afin que nous voyions le courage de chaque tribu et que nous sachions d'où vient la faiblesse. » Les musulmans se séparèrent. Les Ansar combattaient de leur côté ainsi que les Muhajir et chaque groupe rivalisa d'ardeur avec son frère pour mourir en martyr. Khalid comprit que la bataille ne finirait jamais et que le seul moyen de remporter la victoire consistait à tuer Moussaïlama. Il s'élança donc vers lui
et arrivé à ses côtés l'appela à l'islam. Il était apostat, il refusa et se détourna de Khalid. Celui-ci le poursuivit mais il s'enfuit. Khalid galopa à sa suite avec ses hommes et n'eut de cesse qu'il ne l'eût tué, après quoi sa tribu se dispersa et fut mise en déroute. Peut-on trouver meilleur exemple de l'efficacité maximale? À Yarmouk, lorsque la pression des Byzantins s'accentua sur l'aile droite musulmane et qu'ils furent chassés de leur position, Amr ibn Karib al-Zubaydi prit la situation en main et appela sa tribu. « Entourez-moi !» Environ 500 hommes se regroupèrent autour de lui. Abu Huraira, compagnon du prophète sallam, en fit de même avec sa tribu. Les Azd, qui eux aussi avaient été boutés hors de leur position, et ses hommes l'entourèrent. Ikrima ibn Abi Djel, qui combattait devant la tente de Khalid, vit que les musulmans étaient en difficulté et cria « J'ai combattu partout avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour fuir aujourd'hui. Qui me suivra à la mort ?» 400 combattants le suivirent, parmi lesquels son fils Amro, Dirar ibn al-Azwar, Harith ibn Hisham et bien d'autres héros musulmans. Ils s'élancèrent sur les Byzantins et les repoussèrent jusqu'à leur position. Quant aux femmes, nous ne négligerons pas le rôle important qu'elles ont joué dans la bataille, car comme nous l'avons fait remarquer, elles furent l'un des facteurs de la victoire. La coopération. Dans son acception militaire moderne, elle a trait à la coordination des efforts interarmés, à l'organisation de leurs actions suivant l'intention du chef et à la poursuite du but commun à atteindre. Chaque arme est utilisée selon ses possibilités et ses caractéristiques, en évitant le double emploi, mais sans délaisser non plus une arme au profit d'une autre sans raison valable. Le concept de coopération à l'époque de Khalid avait une teneur différente, puisqu'il n'existait pas de variété d'armes. La coopération signifiait donc la coordination des actions et l'harmonisation de celles-ci entre les différentes unités participant au combat, suivant l'intention du chef et à la recherche de l'objectif visé. Nous trouvons parmi les batailles de Khalid de merveilleux exemples de coordination. À Mu'ta, les unités de l'armée réagissent toutes correctement en appliquant avec succès le plan d'intoxication puis de repli de Khalid. L'harmonisation des actions y fut pour beaucoup. À Hira, Khalid répartit les missions entre les chefs de division et ordonne à chacun d'assiéger l'une des positions de l'ennemi sans toutefois engager le combat avant d'avoir averti l'ennemi et lui avoir laissé un certain délai de réflexion. Les ordres de Khalid furent exécutés à la lettre. Les chefs de division ne déclenchèrent la bataille, chacun de leur côté, qu'après expiration du délai accordé à l'ennemi et son rejet des conditions posées par Khalid. La victoire fut l'allié des musulmans au cours de cette bataille, grâce à la totale coordination qui régnait entre tous les chefs. À Doumat el-Jandal, la coopération entre Iyad et Khalid fut exemplaire. Khalid parcourut un trajet qui prenait habituellement 2 semaines en moins de 10 jours, et surprit l'ennemi par derrière pour le prendre entre deux feux, le sien et celui de Iyad, puis le vaincre. À Moussaïr, Usaïd et Khanafis, une coopération totale régnait entre Khalid et ses divisions. Dans chacune de ces 3 batailles, les actions offensives étaient cohérentes et harmonieuses. Pendant la marche d'Irak en Syrie, la coordination entre les chefs, la troupe et Khalid était complète. Il leur fit supporter la soif, la chaleur du désert, les tourmentes de la marche, alors que d'autres itinéraires menaient en Syrie à moindre peine. Il leur fit traverser des zones désolées pendant 5 jours sans qu'ils n'émettent la moindre protestation. Puis ils arrivèrent en Syrie pour repartir immédiatement en Palestine combattre Sergius sans prendre aucun repos. C'est là un excellent exemple de coopération loyale et sincère entre le commandant en chef, ses généraux et ses hommes, de sacrifice au service du but pour lequel ils combattaient et aussi un indice du niveau de leur morale. À Yarmouk, la bataille en elle-même est un vivant exemple de la coopération qui existait entre Khalid, ses commandants de division et ses hommes, à tel point que les Byzantins furent effarés par l'harmonie et la cohérence des actions des unités manœuvrées par Khalid, qui lui obéissaient au doigt et à l'œil, harmonie et cohérence, disons-nous, qui mènent à l'unité de pensée et d'action, chemin de la victoire. Ainsi, au moment où le centre engage le combat, l'aile droite doit passer en défensive pour repousser les attaques de l'ennemi. Aussitôt, le centre se tourne vers elle et revient à son secours. Ensuite, l'aile gauche recule devant les attaques ennemies, et les femmes lui barrent le chemin et renvoient les hommes au combat. Alors les Byzantins refluent vers leur position et l'aile gauche musulmane progresse dans leur direction. Le chef suit attentivement le déroulement de la bataille, d'un œil méfiant, et lorsqu'il voit que les Byzantins reculent, aile gauche, centre et aile droite confondues, il commande l'offensive générale. Il dissocie l'infanterie de la cavalerie, laisse s'échapper la cavalerie par une habile manœuvre et donne l'assaut final à l'infanterie dans ses tranchées. Le choix du moment. Khalid savait parfaitement choisir le moment de l'action. À Uhud, il choisit le moment le plus opportun pour attaquer les musulmans et les frapper à l'instant où les archers abandonnent leur position. À Mu'ta, il se replie au meilleur moment. À Walaja, il choisit parfaitement le moment du déclenchement de l'embuscade. À Moussaïr, Tini et Khanafis, il lance l'offensive au moment opportun. Pour la bataille d'Ajnadayn, la planification est parfaite. Il place cette bataille avant celle de Yarmouk afin d'affronter l'ennemi toutes forces réunies. Au siège de Damas, il se lance à l'assaut des remparts au moment crucial, quand l'ennemi insouciant ne pense plus à lui. À Yarmouk, il déclenche la manœuvre de libération et l'offensive générale lorsque la conjoncture est la meilleure. Nous pourrions citer bien d'autres exemples où Khalid a parfaitement choisi les instants qui le mèneraient à une victoire sans bavure. Le choix du lieu.
Kazima, emplacement de sa première bataille en Irak, constitue un merveilleux exemple de l'habileté de Khalid dans ce domaine. Il divisa son armée en 3 divisions, lui-même étant à la tête de l'une d'elles, et leur donna tout rendez-vous à Hufayr. Quand Hurmuz apprit qu'il était en marche, il voulut les précéder, mais Khalid évalua la situation et il décida de s'acheminer vers Kazima. En effet, Kazima est une localité située à l'extrémité du désert, côté péninsule. Si les musulmans la choisissaient, ils protégeaient leurs arrières avec le désert de la péninsule, et de plus, le combat dans les sables leur était aisé, à l'inverse de leur ennemi. Khalid obtint satisfaction. Il contraint Hormuz à le rejoindre à Kazima, cependant celui-ci le précéda et occupa la seule source d'eau qui existait. Ceci constitua un prétexte supplémentaire pour les musulmans à vendre chèrement leur vie dans ce combat pour l'eau. Khalid leur dit en voyant que les Perses les avaient précédés sur les lieux de la bataille et avaient installé leur camp sur le point d'eau, « Descendez et déposez vos charges, puis combattez pour l'eau. Par Allah, l'eau sera au plus endurant des 2 camps et au plus valeureux des soldats. » Une violente bataille éclata, à la fin de laquelle Hormuz trouva la mort et ses soldats furent défaits. La surprise, quelle que soit la bataille, c'est le meilleur effet que puisse obtenir un chef contre son adversaire. Elle compte depuis toujours au nombre des éléments fondamentaux de la victoire quand elle est correctement exécutée. Khalid y eut recours dans la plupart de ses batailles pour compenser la faiblesse de ses effectifs comparativement à ceux de l'ennemi. La surprise est non seulement l'une des lois importantes de l'optimisation des moyens, mais encore l'un des meilleurs procédés pour décrocher la victoire qui échoue rarement lorsqu'on sait l'utiliser. Le but est de frapper l'ennemi à un moment ou à un endroit inattendu, ce qui sème la panique dans ses rangs et parmi ses chefs et nous permet de nous assurer de la victoire totale en le détruisant après l'avoir paralysé et privé de toute liberté de manœuvre. Il existe 2 genres de surprises. 1. La surprise stratégique. 2. La surprise tactique. Nous en avons déjà parlé au cours de notre étude. On sait bien que la surprise tactique correspond parfois à l'apparition d'armes nouvelles sur le champ de bataille, par exemple la bombe d'Hiroshima pendant la Seconde Guerre mondiale, d'un procédé de combat inédit, par exemple le procédé de capture et d'exécution du chef ennemi utilisé par Khalid ou encore sa manœuvre de libération à Yarmouk, ou à l'apparition d'un nouveau procédé d'organisation, par exemple l'organisation de Khalid en phalanges et divisions à l'instar des Byzantins. Mais nous ne voulons pas répéter ce que nous avons dit au sujet des techniques employées par Khalid pour obtenir l'effet de surprise et auquel il a eu recours très souvent. Cependant, il faut noter que la surprise serait vaine et inefficace si elle n'était accompagnée de rapidité et de permanence de l'action. La rapidité et la continuité de l'action, c'est la rapidité à elle seule qui permet la continuité de l'action qui en est le résultat et le fruit. Ces 2 éléments donnent aux combattants la possibilité d'exploiter au mieux l'effet de surprise qu'il vient de produire. Sinon, l'ennemi surpris peut reprendre l'initiative, auquel cas il se rétablit et tire parti de l'élément temps et l'offensive échoue. Les forces attaquantes ne doivent donc laisser à l'ennemi aucune possibilité de se regrouper, de concentrer ses forces et de se rétablir, ni aucune voie de salut, si ce n'est dans le cadre d'un plan précis, le plan de Khalid dans la manœuvre de libération à Yarmouk. Il faut en outre que l'action de ces forces attaquantes soit rapide et continue, sans temps mort qui constituerait autant de brèches par lesquelles l'ennemi pourrait s'échapper pour se rétablir et donner de nouveau l'assaut. Donc si l'attaquant veut assurer la continuité de l'action dans l'exploitation de la surprise, il doit manœuvrer sans arrêt pour ne pas laisser à l'ennemi le temps de reprendre son souffle, même si pour cela il est nécessaire de faire appel à d'autres forces qui arriveront sur le terrain en temps opportun et qui se chargeront d'assurer la continuité du combat. De même que la continuité de l'action implique de ne pas laisser de temps mort pendant le combat, elle signifie aussi que les forces de l'attaquant doivent être supérieures à celles de l'ennemi, soit à l'aide d'appui et de renforts, soit par des procédés et plans particuliers. Le succès ou l'échec du plan est lié à ces 2 éléments, rapidité et continuité de l'action. Il en est de même en ce qui concerne l'efficacité des mesures prises en défensive. Le principe de rapidité est donc intimement lié à celui de continuité de l'action, les 2 sont indissociables. Khalid maîtrisait parfaitement ces 2 principes et les appliqua dans toutes ses batailles. Pour illustrer l'utilisation des éléments rapidité et continuité de l'action par Khalid, citons sa marche de Ayn al-Tamr à Doumat al-Jandal, puis de l'Irak à Bousra en Syrie et de Bousra à Ajnadayn. Il les utilisa encore pour poursuivre Théodore jusqu'au rempart de Damas, puis pour donner l'assaut à Minas, avant que celui-ci ne l'assaille à la bataille de Kilisrin. Le succès de tous ces déplacements, rapides, continus et par surprise, sont autant de preuves du niveau de maîtrise atteint par Khalid dans l'emploi des éléments rapidité et continuité de l'action, ainsi que dans l'exploitation de l'élément surprise. Sans aucun doute, les dispositions de combat permanentes prises par Khalid facilitaient la rapidité des déplacements, la manœuvre et la continuité de l'action. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.